Excellencies, ladies and gentlemen, honored guests, dear passionate, welcome to the first edition of the masterclass organized by the association, The Passion of Others. Throughout this evening of Friday, July 11, 2025, you will be entertained by the leading voice of I, Elena Mepino. We would like to remind you that the Passion of Others is an association that operates in three main areas: social tourism, entrepreneurships, and capacity building. A vision to build, to strengthen, to reinforce our capacity and knowledge has led us here at the Gabonese Fund for Strategic Investment to take part in this intensive and interactive training session given by our guest, Mr. Abdul Razak Guy Kabongo, on the topic related to his own field, their entrepreneurships to the valorization of our land. If you push through that feeling of being scared, that feeling of taking risk, truly amazing things can happen, say Marisa Mayer, ex-CEO of Yahoo. In a few moments, our guest will share with us his experience as an entrepreneur, of how he was able to change, to launch, to cultivate a Gabonese land in order to put on the market in a locally groceries items like oil, tea, and many other foods such as fruits and vegetables. Through this exchange, we will have the opportunity to better understand the importance of learning through experience, the value of hard work, the power of excellence and determination, and how we can combine our multiple commitments in our daily life. In this Fifth Republic of Gabon, the Passion of Others do not want to be on the sideline of the vision of the President of the Republic, Head of State, Head of Government, His Excellency, Brice Clotaire Oligui Nguema. We want to take action. We want to farm our land and find in it an opportunity to do business. Thank you very much. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser le président, honorable membre fondateur Achir Mabignat Sall Joumas, commencer ce pourquoi nous sommes là, la masterclass, cette première édition organisée par l'association La Passion des Autres, qui a pour thème « Oser l'entrepreneuriat par la valorisation du terroir ». Excellence. Merci beaucoup. Je pense qu'on m'entend bien. Rebonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour la première édition de la masterclass Parcours d'excellence par la passion des autres, ou by la passion des autres. Très rapidement, pour nous mettre dans le contexte de cette masterclass. Beaucoup de gens en entendent parler, beaucoup de gens dans cette salle ont déjà participé à des masterclass. Nous avons voulu faire un événement un peu différent. En réalité, aujourd'hui, nous sommes avec un grand frère. Nous sommes certes avec le secrétaire général du gouvernement, nous sommes certes avec le chef de la communauté musulmane du Gabon, nous sommes certes avec un entrepreneur à succès, mais nous allons, pour l'occasion, mettre tous ces titres de côté et nous allons écouter un grand frère qui a énormément de choses à nous dire. Donc, dans les prises de parole, soyez à l'aise, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour que nous puissions tirer le meilleur profit de sa présence à nos côtés. Ceci étant dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. La thématique de ce jour, c'est oser l'entrepreneuriat par la valorisation des terroirs. Parce que nous avons aujourd'hui un entrepreneur qui a eu une passion et qui a transformé cette passion en un projet entrepreneurial. Mais avant d'y arriver, M. Abdul Razak, déjà soyez le bienvenu. Merci. Parmi nous, nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Soyez comme à la maison. Vous êtes entouré de personnes qui vous apprécient, donc soyez confortables et à l'aise pour nous dire tout ce que vous avez sur le cœur. Mais d'abord, qui est Abdul Razak Guy Kabongo?
Déjà, je pense, avant de dire qui est Abdourazak Gikombogo, je ne suis pas très sûr que je le dirai, mais je pense que il serait bien séant de commencer par remercier les maîtres des lieux, hein, FGIS qui nous accorde l'hospitalité. Je pense que c'était pas facile d'avoir, je crois, selon ce que vous avez dit, mais nous y sommes, donc nous tenons à les remercier. Et puis aussi remercier toute l'assistance qui a répondu à votre invitation. Nous osons espérer que nous serons utiles à la fin de la séance. Et aussi remercier les organisateurs que vous êtes. Vous portez bien votre passion. Alors, quand on me demande de parler d'Abdourazak Gikombogo, j'ai toujours du mal à en parler parce que je pars du principe que vaut mieux se laisser découvrir. Et puis, si vous voulez du classique, vous l'avez déjà. Hein. Abdourazak Gikombogo, c'est le patronyme. Quelqu'un qui est né dans les forêts d'Oskama, qui est un village d'Akini, département de Lekoni-Lekori, dans la province du Haut-Ogooué. C'est quelqu'un qui a fait son début dans son village, donc son CP dans son village, avant de poursuivre à Franceville, le lycée, et puis ensuite ici au lycée Mba, avant d'aller à l'extérieur pour poursuivre ses études supérieures, une première partie au Maroc, avant d'aller se spécialiser au Canada, et qui est rentré en 2001 et qui a commencé sa carrière ou qui est entré sur le marché du travail par une structure privée, mais on ne fera peut-être pas leur publicité ici, mais si vous le demandez, je le dirai. Avant son intégration à la fonction publique au ministère de l'économie, et puis la suite, je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui s'intéresse à tout ce qui est terroir, donc qui révèle un peu notre identité, et qui sait aussi faire notre différence. Et quelqu'un qui a beaucoup appris et qui continue à apprendre. Quelqu'un qui est bien conscient que si autrui n'existait pas, il n'existerait pas. Voilà qui est Abdourazak. Merci beaucoup. Bon, là, vous avez survolé un peu. Hein. C'est vrai que là, on a un aperçu de qui est Abdourazak, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez évoqué le fait que vous êtes né dans un village du Haut-Ogooué et qu'ensuite, vous avez progressé vers Franceville d'abord et ensuite à Libreville et à l'étranger, mais cela ne s'est pas fait sans mal. Cela s'est fait certainement loin de la famille. Et donc, c'est important aussi parce que dans le parcours d'excellence, ce qui nous intéresse, c'est les petites histoires derrière la grande. Ce qui nous intéresse, c'est les défis que vous avez été amenés à relever. C'est un parcours, effectivement, mais derrière, il y a quand même eu des anecdotes, il y a quand même eu des situations. Vous avez quand même été confronté sur cette première partie que vous avez évoquée un certain nombre de défis. Si vous deviez en citer certains, que serait-il? Quand on a atteint cet âge, je pense que on peut avoir certes des choses à dire. Des défis, il y en a eu, il y en aura toujours. Et puis, on ne peut pas grandir sans trébucher, on ne peut pas grandir sans chuter, on ne peut pas évoluer, progresser sans apprendre de ses erreurs. Là aussi, c'est une question relativement complexe, mais on va essayer. Alors, je suis né, comme je le disais, c'est vrai, dans ce village. Et puis, assez rapidement, on se retrouve à Franceville. Je peux te tutoyer? Bon, moi, je peux me le permettre. Bon, il faut déjà reconnaître quand même une chose, c'est que je ne dirais pas que j'ai eu une enfance difficile. J'ai eu une enfance plutôt heureuse
dans une famille de prolétaires, certes, mais équilibrée, avec des parents rigoureux. Mon défunt père était mécanicien de métier. Il a fait sa carrière comme mécanicien. Ma maman, qui est actuellement à Franceville et continue à s'occuper de nous, était femme de ménage jusqu'à sa retraite, mais qui était plutôt très rigoureux dans leur éducation. Je pense que ça nous a beaucoup aidés et nous avons grandi entre la rigueur du professeur de la maison qui était le papa et la rigueur de la maman qui ne se privait jamais de conseils et parfois aussi de réprimandes. Donc c'était une bonne base qui, je pense, nous a permis de mieux apprécier et surtout apprendre de la vie. Quand je pars de Franceville, là c'est peut-être la première anecdote que je vais raconter, pour dire que en bon croyant, parfois on pense que le hasard n'existe pas. Et je suis persuadé que le hasard n'existe pas, parce que quand je pars de Franceville, je suis plutôt fâché. Je suis fâché contre moi-même, je suis fâché contre le lycée, parce que on arrive en fin de trimestre, j'étais en classe de 3e, et bon, il faut dire que là, j'ai traversé quand même une période de mon âge qui était assez compliquée. Je vous en épargne les détails. Mais je continuais quand même à bien apprendre parce qu'en plus, j'étais à l'internat. Sauf qu'il y a eu une erreur dans le calcul de ma moyenne et l'enseignant avait refusé catégoriquement de changer mon bulletin. Bien évidemment, j'avais juré de ne plus jamais repartir au lycée de Franceville, il fallait trouver une solution. Et là, les parents s'étaient organisés pour que je vienne à Libreville. Et quand j'arrive à Libreville, dans cet état, j'étais toujours pas content. J'étais tellement mécontent que finalement, ils se disent, ben, écoute, si tu veux plus apprendre, il faut aller au centre de formation professionnelle. Qu'est-ce que tu vas aller faire au centre de formation professionnelle à ton âge? Et comme j'entendais parler de la douane, et à l'époque, les douaniers, ça faisait rêver. Et j'entends parler d'un métier déclarant en douane. J'ai dit, alors là, je pense que j'ai trouvé mon créneau. Et puisqu'on peut accéder à cette formation en étant en 3e, donc je vais aller faire déclarant en douane. Et puis, j'ai une grande sœur qui se bat pour nous, qui continue à se battre, qui m'obtient cette inscription au centre Basile Ondimba. Maintenant, il faut aller regarder les noms parce que les noms étaient affichés. Et ce matin, je m'habille. Et donc, quand je pars de Franceville, l'établissement de transition, c'était le CES de Lumi à l'époque. J'arrive au CES de Lumi, le centre c'est juste à côté, et je scrute toutes les listes, il n'y a pas mon nom. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ben, autant repartir au CES de Lumi, puisqu'il n'y a pas mon nom au centre. Je suis reparti au centre de Lumi, mais quelque chose m'a révolté parce que je me suis dit, entre nous, je pense que j'ai encore une bonne marche devant moi. Et le fait de n'avoir pas vu mon nom affiché au centre de Lumi m'avait obligé à poursuivre mes études. Si bien que, bon, enfin, mes études secondaires. Si bien que, j'ai bien travaillé et puis j'étais admis au lycée Mba et bon, ça s'est plus arrêté. Ça, c'est pour la première anecdote. Je pense que pour la suite, j'ai été plutôt satisfait de mon parcours, puisque après, je suis rentré au lycée Mba. Et puis, ce fut un non-stop. Donc, finalement, je ne suis pas allé devenir déclarant en douane, mais plutôt poursuivre un autre rêve. Voilà. Merci beaucoup. C'est important d'avoir ces petites anecdotes. Mais il y a quand même un élément qui nous interpelle parce que quand on entend votre nom, Abdou Razak Guy Kambogo, on suppose que
le papa et la maman n'étaient pas musulmans, et pourtant vous avez un nom musulman, et on sait que vous êtes converti à l'islam. Peut-être, en quelques mots, ce processus de conversion, vous avez évoqué qu'en troisième, l'adolescence, c'était un peu compliqué. Est-ce que c'est ce qui a motivé ce processus, ou il y a eu un autre fait, une autre anecdote que l'on aurait bien aimé avoir? Bon, ben, oui, je pense qu'il n'y a pas de hasard, comme je le disais, hein, au fond, parce que mais quand je me convertis à l'islam, je suis dit à Libreville. Donc, faut dire que, franchement, j'étais un bon couvert, hein. Et puis, on était une bande dans mon quartier. Et à l'époque, les haïkus, Langa Langa et tout ça là, le Smurf, c'était nous. Bref, on a vécu notre époque. Et puis, quand j'arrive ici à Libreville, il faut dire que j'avais déjà de l'admiration pour les pratiquants. Pour les pratiquants de cette religion. On parlerait d'appel parce que, si je peux partager ça, nous, quand on se baladait en bande, on avait appris que les musulmans, donc les plus connus, ce sont les boutiquiers. On dit le meilleur moment d'aller voler chez le boutiquier, c'est quand il fait la prière. Parce qu'on sait que quand vous arrivez, pendant l'heure de la prière, il est imperturbable. Donc, vous servez, vous partez. Et c'est quelque chose que j'avais jamais réussi à faire. Donc, moi, c'était tout le contraire. Quand j'arrivais, le boutiquier priait, je prenais le temps d'attendre et puis de me faire servir avant de partir. On avait un en particulier dans notre quartier que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, j'allais, je passais, je m'arrêtais. Et finalement, il m'a pris aussi en amitié. Bon, faut pas rire. Nous, on faisait aussi le chop. Ben, à l'époque, c'était un moyen de gagner un peu d'argent. Hein. On allait, on puisait de l'eau pour eux, remplir quelques seaux, et puis, moyennant une boîte de lait, euh, et puis, de fil en aiguille, c'était devenu, c'était des adultes, mais des amis. Je pense que peut-être c'est parti de là, j'en sais rien, mais toujours est-il que quand j'arrive ici, en 90, avec les émeutes qu'il y a eu en 90 et tout ça, nous avons eu une période creuse, donc 2 mois, et j'avais profité de cette période-là pour redescendre à Franzine. Et quand j'arrive, j'avais l'un de mes frères et amis qui était déjà converti avant moi, avec qui je grouvais, mais que j'ai admiré parce que lui, vraiment, c'était le trop. Je tairais le nom par discrétion. Quand il buvait, mais il savait boire. Et puis un jour, j'apprends qu'il est devenu musulman et qu'il ne boit plus. Ça, c'est un exploit. Quelque temps plus tard, il avait rechuté. Mais après, quand il est sorti de là, c'était plus jamais, pour ne plus jamais retomber. Et donc, j'ai commencé à apprécier et à m'interroger sur comment quelqu'un à qui on ne donnait pas cher, cette sortie-là, quand j'arrive, il me donne les petits tuyaux, et puis ben, je m'y intéresse et je me convertis. Je me convertis, et ce qui est drôle, c'est que moi, j'essaie de comprendre, et j'étais curieux de progresser dans la voie. Et à la maison, tout le monde était surpris de constater que moi aussi, je m'étais converti. Et quand je faisais mes ablutions, j'étais devenu la curiosité de la maison. Alors un jour, l'aînée de ma maman arrive, elle est décédée, et quand elle arrive, elle me trouve en train de faire des ablutions. Sa petite soeur fait ça. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Donc elle se taise, je vais faire la prière, et pendant la prière, elle dit à sa grande sœur, il paraît qu'il est devenu Aoussa.
L'autre, il dit, quoi? Lui, le nerveux? Celui qui veut taper sur tout le monde quand il n'a pas encore mangé, est-ce qu'il va supporter le carême? Et à la fin, sa petite sœur lui dit, mais au moins, j'ai une assurance, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne sombrera pas dans l'alcool. Parce qu'il savait que l'une des exigences chez les musulmans, c'est ça, on s'abstient de l'alcool, entre autres. Et c'était l'une des satisfactions de ma maman, de savoir que, bon, comme il voyait déjà qu'autour de lui, il y avait beaucoup de grouveurs, au moins il y a quelqu'un qui va emprunter une autre voie. Donc je me suis converti ainsi à l'islam. On est en 90 et depuis j'y suis et j'essaie de faire mon petit bout de chemin. Merci beaucoup, je pense que c'est très intéressant. Donc, on va poursuivre un peu avec le narratif. Donc, on a le bac. Ensuite, on a le départ à l'étranger. Départ à l'étranger qui doit être la première expérience à l'étranger, comme beaucoup d'entre nous dans la salle qui avons dû quitter la terre natale, quitter les parents pour aller se confronter à la réalité de la vie estudiantine. D'abord au Maroc, puis euh, au Canada. Et donc, peut-être très rapidement au Maroc, comment les choses se sont passées, quelles sont les expériences qui ont été les vôtres durant ce séjour et qu'est-ce que vous avez tiré de positif de ces voyages d'études au Maroc et au Canada notamment. Je pense que c'est une belle expérience. En tout cas, c'est l'une des plus belles. Euh, mais quand je vais à l'étranger, c'est pas forcément parce que c'était passionnant d'aller étudier à l'étranger, parce que on y va et on laisse derrière soi famille et tout ça là et le soutien immédiat. Mais il fallait y aller parce que quand j'obtiens mon bac en 94 au lycée Mba, euh, je suis admis puisque j'ai fait un bac B et je devais aller soit en sciences éco ou à l'institut de gestion. C'était les meilleures options pour moi. Et puis, finalement, la bourse pour l'UOB donnait, et il y avait aussi une orientation qui était donnée de façon plutôt automatique. Et là, je me retrouve à la Flèche, la faculté de lettres et sciences humaines. Je crois que c'est ça. Je ne me suis pas retrouvé du tout. Je dis, j'ai rien à faire là-bas. Et si quelques années avant, mon rêve, et ça aussi, bon, je peux le partager rapidement, parce que quand je grandissais, je rêvais de deux métiers. D'abord, j'ai rêvé être journaliste. Parce que à l'école primaire, lorsqu'il y avait des discours à faire, on venait me chercher. Et j'avais prononcé un slogan qui est devenu célèbre dans le quartier, et je ne l'ai pas oublié. En fait, c'est ce qui m'a voulu que je devienne, je le raconte parce que c'est ce qui m'avait donné finalement à rêver d'être journaliste. Et c'était une épreuve pour tout un quartier. Quand on choisissait comme ça un enfant, et à l'occasion, c'était, je pense, la fête de la jeunesse, et j'avais un slogan à prononcer, et tout le quartier était en émoi parce que avant moi, il y avait des gens qui n'y arrivaient pas, qui bégayaient et qui se plantaient. Et là, je passe, et mon slogan, c'était euh, le président Omar Bongo a dit la jeunesse du Gabon, c'est ça, plutôt l'avenir du Gabon, c'est sa jeunesse. J'ai pas tout oublié. C'est pas choisi par hasard. C'est pas parce que on parle de la jeunesse, mais c'était ça mon slogan. Et je l'avais tellement bien récité avec courage. Bon, j'étais naïf, pour moi c'était un jeu. Et quand j'arrive, la nouvelle était déjà arrivée à la maison. Et tous les papas du quartier, moins de l'environ, m'appelaient déjà le journaliste. Parce que j'avais fait ce slogan et donc on me voyait, parce que le journaliste on le voyait à la télé.
Et j'étais maintenant le journaliste. Et puis c'est parti comme ça, je dis, bon, je deviendrai journaliste. Mais au fur et à mesure, j'ai switché, je voulais devenir avocat. Avant d'arriver en terminale, j'ai changé d'avis parce que quand je regardais à la télé et j'entendais parler des avocats, j'apprends qu'un avocat peut défendre un criminel. Et ça m'avait révolté. J'ai dit, alors, franchement, s'il faut devenir avocat pour défendre les criminels, ça c'est avant, après on comprend. J'ai changé. Alors quand j'ai mon bac, je suis déjà en train de rêver à autre chose. Et donc j'avais, là aussi, il faut dire que j'avais un tempérament un peu comme ça, toujours nerveux sur les bords, mais je crois que ce n'est plus le cas. Et j'étais fâché. J'étais fâché contre tout le monde. Je ne peux pas aller à la flèche. Je ne rêve pas de ça. À défaut d'attendre le concours, bon. euh, et puis finalement, ils se sont organisés pour que je parte au Maroc. C'était pas facile, euh, mais j'étais boursier. La condition familiale, je voulais partager. C'était pas forcément, mais les gens se battaient pour que vous vous en sortiez. Mais je m'en sors au Maroc parce que j'ai fait le commerce. Et ça aussi, c'est très important. Je suis arrivé, j'ai commencé par me renseigner parce que la bourse seule à l'étranger ne suffit pas. Et si vous n'avez pas cette capacité à recevoir régulièrement de l'argent, et surtout qu'à l'époque, on pouvait se taper tout le trimestre avant de devenir riche, parce que le boursier gabonais, à l'époque, quand la bourse arrivait, c'était tout le pays était au courant. Et quand on arrive à cette époque-là, les difficultés étant, pour s'en sortir, il fallait être malin. Et c'est peut-être de là aussi que est partie l'envie d'entreprendre. Et j'ai vu les autres faire, mais c'était surtout les femmes, les étudiantes qui s'organisaient, elles achetaient euh, des draps, des bibellots, des trucs dans ce genre. Et une fois par semaine, ils allaient à l'aéroport, ils expédiaient. J'étais curieux de voir ça. Et puis je me suis rendu compte, mais finalement, il y a de quoi se faire des sous. Il faut être malin. Et donc, quand la bourse arrivait, on mettait une bonne partie, bien calculée. On sait qu'on a des relais ici. Et je m'étais lancé comme ça. Ma spécialité, c'était les draps et les nappes. Et ça se vendait bien. Si bien que durant 4 années au Maroc, je n'ai pas passé une seule fois des vacances au Maroc. Et je n'ai demandé de l'argent de personne parce que j'économisais pour toujours venir faire mes stages au Gabon parce que c'était une exigence. Et il fallait le faire. Et pour réussir à le faire, il fallait trouver des possibilités. Et c'est la possibilité que j'avais trouvée pour me faire le billet de charter chaque été. Donc faire un peu de commerce pour m'en sortir en tant qu'étudiant. Merci beaucoup. Je pense que effectivement, la passion de l'entrepreneuriat vient peut-être de là et de la capacité à trouver des solutions face aux difficultés. Et je crois que beaucoup des gens qui sont dans cette salle ont vécu, se retrouvent dans le parcours qui est le vôtre, en tout cas en tant qu'étudiant à l'étranger, et ont pu trouver des solutions pour s'en sortir malgré des conditions difficiles, quoique notre génération n'a pas connu la magie de la bourse et du boursier gabonais, en tout cas pour certains qui sont dans cette salle un peu plus jeunes que nous. Ça a été un peu plus difficile pour eux, mais ils s'en sont sortis et le parcours qui est le vôtre est inspirant parce qu'on voit bien que dans une situation difficile, vous ne vous êtes pas résigné, vous n'avez pas accepté la facilité ou la fatalité et vous avez trouvé des solutions pour avoir un séjour au Maroc intéressant. Et ensuite, vous allez au Canada. Je suppose qu'au Canada, c'est un choc, ne serait-ce que choc thermique, parce que les conditions climatiques sont bien différentes de celles que l'on connaît en Afrique. Très rapidement, avant qu'on aborde le retour au pays. Bon, j'espère qu'on ne va pas ennuyer l'assistance parce que... hein, mais si c'est un partage, pourquoi pas? Peut-être que ça peut aider. Ça peut aider parce que tout le monde sait que le Canada, en hiver, c'est rude. Et il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'y plaisent.
mais nous avons connu des collègues qui ont décroché, qui sont rentrés au pays, qui n'avaient pas supporté les 0, les moins 15. Et j'arrive au Canada pour aller me spécialiser en management stratégique et développement des PME de leur environnement. Et je me retrouve à Trois-Rivières où était donné le programme. J'arrive au beau milieu de l'hiver. On est en décembre. Et la personne qui nous accueille, c'est l'épouse d'un aîné qui est là aussi. On a quelques jours, j'étais avec l'un de mes cousins, qui lui, il allait à Sherbrooke. On arrive à Montréal en plein hiver, comme des bons gaous, comme diraient nos frères ivoiriens. J'avais un blouson fait de pagne. Lui, il avait pas un blouson, une jaquette. Donc, c'était pas fourré. Et comme on arrive, bon, on néglige les subtilités du froid. On s'était pas encore équipé, puis on joue les vantards, on se balade dans les rues et on se perd. On reste 3 heures dehors avant de retrouver le chemin. Et quand on arrive, on est tilt. Lorsqu'on me sort de là pour m'amener là où je dois étudier, j'ai fait 1 semaine pour me demander qu'est-ce que je suis venu faire ici. Et c'était des jours de tempête parce que le Canada sortait d'une période de forte température négative. Ils allaient jusqu'à moins 45. Et pendant 1 semaine, je m'allonge, je regarde le plafond et les larmes coulent. Tu as la nostalgie, tu as le choc thermique, tu es seul tout simplement. Pas totalement seul, heureusement, parce que j'avais trouvé un aîné, peut-être certains le connaissent, Njambou Rufin, parce qu'il nous avait dévancé. Il m'accueille chez lui pendant 2 semaines avant que je ne trouve mon logement. Mais pendant les 2 premières semaines, c'était bien. C'est quand je pars de chez lui que là, la nostalgie m'habite. Et 1 semaine durant, je me suis posé la question de savoir s'il fallait repartir comme les autres ou pas. Et puis je me suis dit, bah tiens, il y en a qui sont bien restés, qui ont réussi. Et la preuve, c'est que celui qui nous a accueillis, il est ici, il veut même rester. Pourquoi je partirais? Et puis je suis resté au Canada. Mais ce que je retiens le plus du Canada, le système, bien évidemment, qui était différent. Et je pense que, puisque j'étais parti pour ça, j'ai découvert, pas les secrets, mais l'importance de la PME. Parce que c'est ce que j'étais allé étudier. L'organisation qu'il y avait, et c'est une bonne partie de mes enseignements que j'ai pu ramener de là. Donc, après, il y a peut-être d'autres choses à raconter, mais bon, s'il y a une question qui effleure à nouveau le Canada, je reviendrai beaucoup. Et j'ai eu la chance parce que je me suis retrouvé au Canada dans une région qui s'était spécialisée en transformation de bois. Trois-Rivières. Ils produisaient la pâte à papier à partir du bois. Et beaucoup de choses m'avaient inspiré de ce milieu. Et d'ailleurs, mon thème de recherche était porté sur la transformation du bois. Donc la première transformation, il était question de réfléchir sur comment moderniser ou diversifier l'activité de la SNBG à l'époque. Et donc j'en ai fait un sujet de recherche parce que la SNBG exportait des grumes. Et je m'étais dit que la SNBG pouvait exporter autre que des grumes. Et mes travaux de recherche ont été publiés, vous pouvez les retrouver. Et j'avais aussi fait une communication à Sherbrooke là-dessus, sur la transformation du bois par la SNBG, à défaut, la collecte du bois transformé chez des petits transformateurs que la SNBG collecterait et exporterait au lieu d'exporter
le bois. Bon, on était très loin. Là, on est en 99, 2000. J'ai soutenu en fin 2000, 2000, puisque je suis rentré en 2001. Janvier, février 2001, j'étais de retour. Et à l'époque, on ne parlait pas, c'était pas encore avec autant d'actualité, la transformation du bois au Gabon. Donc, c'est finalement, quand ça s'est fait, je me suis dit, ben, tiens, bon, J'espère le que c'est Canada, c'est pas bien. votre mémoire qui a été lue par Ali Bongo Ondimba à l'époque. Non, je n'irai pas jusque-là. D'accord, Non, non, d'accord. non, non. Donc le retour au pays en 2001, vous avez parlé d'une expérience dans le privé, peut-être l'effleurer rapidement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie fonction publique. Vous intégrez le ministère du budget. Et là, d'après nos recherches, au bout d'un certain temps, vous allez être responsable d'un programme, une coopération entre le Gabon et le Canada. Je crois que là, quand même, il y a des anecdotes. Parce que déjà, ce qui est intéressant, c'est que j'aimerais que vous reveniez un peu sur le mécanisme qui vous emmène à occuper cette responsabilité-là. Parce que c'est pas évident, surtout qu'il y a des jeunes qui commencent leur carrière professionnelle et qui ont besoin d'avoir des tips. Parce que beaucoup viennent dans mon bureau, entre autres, souhaitent avoir des responsabilités, estiment qu'ils ne sont pas suffisamment associés, qu'on ne leur confie pas beaucoup de travail. Et ils en veulent, ils veulent en découdre. Et des fois, la position et la posture en entreprise, surtout dans la fonction publique, créent des frictions et des tensions avec les responsables hiérarchiques. Et ça crée beaucoup de frustration. Donc, je crois savoir qu'il y a eu un peu de tout ça, un peu de mélange de stratégies que vous avez pu déployer en étant à la fonction publique pour quand même réussir à surfer dans les méandres de cette administration-là. Donc, peut-être y revenir quelques instants. Oui, mais je pense que ça pourrait peut-être servir effectivement, ces petites expériences. Déjà, il faut s'estimer heureux d'être dans le contexte actuel. Euh, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, dernièrement, dans l'une de ses interventions, et au lendemain d'ailleurs de sa prestation de serment, dans son propos, avait attiré l'attention des jeunes en les invitant à apprendre, en les invitant à considérer que ça ne tombe pas du ciel, on n'arrive pas du jour au lendemain, et puis prétendre aux fonctions. Euh, Certains comme moi n'ont jamais rêvé à la fonction. Moi, j'ai jamais rêvé à la fonction. J'ai d'abord rêvé à l'emploi au travail. Certes, j'ai rêvé aux responsabilités, mais pas à la fonction, parce que ce sont deux choses différentes. Et je fais un parcours privé. Je veux dire que Dieu aidant, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je rentre, j'étais un peu fatigué d'avoir étudié parce que je suis resté 6 ans sans discontinuer à étudier. Et puis quand je rentre, je me sens un peu fatigué. Je dis, bon, là quand même, j'ai rempli les cases, personne ne me reprochera de quoi que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, parfois, c'est quand ça chauffe, on se pose des questions, mais lui, qu'est-ce qu'il a? Et j'ai décidé de rester 3 mois à la maison, je ne sors pas. Donc j'étais rentré en fin janvier, début février, et j'ai dit, je me repose, et puis après, je vais commencer à chercher de l'emploi. Quand je sors, je me décide, j'ai écrit un peu partout, avec des lettres de recommandation, dans la fonction, dans les ministères, bref, tout, un peu partout. Comme on sait le faire, chercher l'emploi, c'est chercher partout, ou ça peut mordre. Et puis un cousin me croise, il dit, mais tu te fatigues, il y a le grand, vous m'autoriserez hein, à le citer, parce que c'est ma première expérience professionnelle. Euh, Adnan Bongo, qui était son chef, cherchait des jeunes et qui pourraient travailler avec lui. Alors, entre parenthèses, et ça aussi, je pense que les jeunes doivent intégrer
que lorsque vous êtes dans des associations comme la vôtre, mais la vôtre, elle regroupe des professionnels ou des nouveaux, des jeunes professionnels. Mais quand on est étudiant et qu'on occupe un rôle dans une association, il faut le faire à fond. Il faut agir, il faut assumer ses responsabilités parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Parfois, ces grands arrivent, ils nous observent, et je pense que j'ai eu ma première chance quand ce monsieur, avec ses amis, les... comment il s'appelle encore Gervéonian, à l'époque, ils étaient arrivés et ils avaient organisé au Maroc le forum échange. Et à l'occasion de ce forum, nous faisions partie des organisateurs. Et semble-t-il, c'est là qu'il avait remarqué que... Et quand le cousin va lui parler d'un jeune qui rentre du Canada, il cherche qui c'est, il demande à ce que je me présente. Quand je me présente, et il regarde, il dit, mais toi je te connais, j'étais au forum échange et tout ça là. Donc il avait gardé une image positive de moi, si bien que, sans réfléchir, il m'a donné, il y croyait tellement, il venait de prendre le groupe TVSAT, il voulait le reformer, et il m'embarque comme consultant. Jeune étudiant, je venais de rentrer, j'étais encore plein de théories dans la tête, et il dit, bon, je veux structurer la boîte parce qu'il n'y a pas de direction commerciale. Et enfin, en tout cas, il n'y avait rien, parce que c'était géré par nos amis venus de l'autre côté, là. Mais c'était comme la boutique. On était 3. Il avait pris un conseiller juridique, un conseiller en communication, et j'intégrais pour structurer le management de la boîte. Pour moi, c'était une expérience mais vraiment fabuleuse parce que j'ai beaucoup appris. Et donc, j'arrive sur le marché du travail en responsabilité parce que quelqu'un m'avait remarqué pendant que j'étais dans une association. Et ça, c'est une belle leçon que j'ai apprise. Et finalement, de fil en aiguille, avant que mon intégration ne sorte au ministère des Finances, mais ça c'est une autre histoire, 6 mois plus tard, il me confie de nouvelles responsabilités. Et donc, de consultant, il me dit, bon, on va chasser les... Ben, il faut couper les micros. On va chasser les blancs. Et puis, parce que... et il me confie la direction commerciale. Alors, il était content parce que j'étais malade du travail, donc bien évidemment, j'étais bien exploité, mais je m'y plaisais. Et avant la fin de l'année, il me dit, bon, écoute, celui qui a la logistique aussi, on va le libérer. Comme ça, tu seras directeur commercial et logistique. Ça ne me dérange pas, puisque je travaille. Et donc, tout le monde était presque parti. Il restait une. Elle supervisait les programmes de Télé Africa. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait trouvé comme motif. Celle-là aussi s'en va. Alors je deviens directeur commercial et marketing, chargé de la logistique et des programmes de Télé Africa. Tout ça, c'était passionnant. Parce que faut dire que je m'étais montré quand même créatif, parce que de là, on avait créé, bricolé une chaîne privée, on avait... bref, autant j'apprenais, et là, j'ai beaucoup appris de la communication aussi, à l'occasion de cette expérience. Et puis bon, quand mon intégration est sortie au ministère de l'économie, ça me payait 400 000. Au ministère de l'économie, il y avait les primes. Ben, je suis allé vers les primes. Mais bon, quand j'arrive là, le premier niveau, quand on arrive avec le bagage qu'on avait là, c'est chargé d'études. On est chargé d'études du directeur général ou chargé d'études de cabinet.